Corse, européens, lesbiennes, gays, hétéros, machos, féministes, citoyens dotés de vagins et de pénis, mauvaise nouvelle, il semble que notre couette soit poreuse et que nos ébats ne soient pas si privés que ça. Notre sexualité est scrutée, oui. La bonne nouvelle, c'est que regarder par le trou de la serrure permet d'avancer. Oui, sinon les gays dormiraient toujours dans des placards et le viol conjugal resterait impuni. Cette relative transparence génère aussi des discussions jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale. Politiser la sexualité, c'est redéfinir sans cesse les frontières entre le public et le privé. C'est aussi permettre de l'encadrer et de la libérer. Gianfranco Viringrazio e un piace di riceverti. Je le disais en introduction, parler de sexualité et de politique, c'est redéfinir les frontières entre le public et le privé. Comment se fait-il que l'intime puisse devenir une question publique ? On pourrait faire un parallèle avec ma présence sur ce plateau. Moi, je ne vous cache pas que quand vous m'avez invité très courtoisement, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que je vais aller faire sur un plateau pour parler des rapports entre sexualité et pouvoir, parce que dès qu'on parle de sexualité, ça renvoie à une sphère très intime. Et je suis un peu comme les gens de ce pays, c'est-à-dire que je pense avoir suffisamment de pudeur pour ce monde. Donc, quand on vous demande de parler de ce genre de choses, vous êtes toujours un peu hésitant. Vous ne savez pas sur quel terrain plus exactement vous allez vous avancer. Donc, le fait de se référer à des choses qui sont des choses très intimes, c'est très délicat. Mais, d'un autre côté, si le thème c'est sexualité et pouvoir ou sexualité et politique, si je l'ai bien compris, nous sommes aujourd'hui dans une société de l'image, dans une société de la communication. Et nous sommes aussi dans une société où il y a une grande défiance de la part de nos concitoyens par rapport à leurs représentants. Et on dirait qu'ils voudraient en savoir le plus possible sur les personnes qu'ils appellent à exercer certaines responsabilités. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle ce désir de savoir, même sur des sphères qui normalement ne devraient pas entrer en ligne de compte, et c'est ma position sur la sphère privée, eh bien il s'exerce aussi sur ce champ de compétences, sur ce champ de curiosité. Ça dépend comment on tourne la chose. Alors politique et sexualité, ce ne sont pas que des indiscrétions, ce sont aussi des mobilisations sociales, et notamment en Corse, avec la dénonciation d'agressions sexuelles symbolisée par le mouvement I WAS, l'affirmation d'une identité avec la création récente d'associations LGBT. Vous êtes élu et avocat, quel regard portez-vous sur ces mouvements ? Alors ce sont des choses différentes. Évidemment, là vous abordez un champ qui est différent que celui que je viens d'aborder. C'est le problème du statut des victimes aujourd'hui, et du statut des victimes dans un domaine extrêmement particulier. Pourquoi cette volonté, ce désir d'être reconnu dans son statut de victime ? Je pense parce que ces infractions ont été cachées pendant très longtemps et que les personnes qui les subissaient, finalement, n'avaient pas le sentiment d'être des victimes, mais plutôt elles-mêmes d'être les auteurs de l'infraction. Elles en avaient honte. Et aujourd'hui, toutes ces victimes, et je les comprends parfaitement, souhaitent que cette honte qu'elles ressentent, alors que finalement elles n'ont absolument rien fait, eh bien elles disparaissent. Alors sur ça, sur cette mobilisation, sur cette mise en synergie des volontés pour que ce genre de choses n'arrive plus, pour cette réunion des bonnes énergies qui peut parfois virer aussi à la théorie de groupe, mais qui va faire en sorte que les auteurs d'infractions soient condamnés, si d'aventure les actes valent condamnation et s'ils sont reconnus coupables. Ça, c'est une excellente chose. Et on ne peut pas aller contre, bien évidemment, il faut soutenir du plus que l'on peut. En revanche, et ça c'est mon côté avocat qui parle, il faut dire non, il faut dire stop au procès sans juge, au procès sans avocat, au procès sur les réseaux sociaux. Il y a encore un pilier fondamental de notre droit qui s'appelle la présomption d'innocence. Et pour des infractions aussi délicates, à savoir lorsque votre nom paraît dans la presse comme auteur supposé de ces infractions, c'est le monde qui s'ouvre sous vos pieds. C'est-à-dire que votre vie sociale disparaît du jour au lendemain. Si d'aventure vous êtes reconnu coupable définitivement pour avoir commis ces faits, justice ou pas, mais on peut se poser la question, mais philosophiquement, on a tendance à aller vers une justification par la condamnation pénale et une fin du procès. Mais si d'aventure, vous n'aviez pas commis ces faits et vous étiez innocent, vous imaginez la terrible peine que vous subissez
Donc c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement prudent dans ce domaine-là. Concernant la seconde partie de votre question, c'est-à-dire ces communautés qui se reconnaissent aujourd'hui et qui s'affirment, vous savez, moi, philosophiquement, j'ai toujours été pour le plus de liberté possible. Voilà. Pourquoi voulez-vous discriminer sous prétexte de sexualité, d'origine, de religion, d'opinion politique, voilà. Le plus de liberté possible. Il faut aussi pouvoir s'extraire de ce qu'on pourrait considérer soit comme une gangue ou un carcan, soit comme des balises et des repères. Donc parfois, comme nous autres, souvent, nous avons été élevés dans une tradition judéo-chrétienne, avec une église catholique, apostolique et romaine qui nous tient souvent au cœur et à cœur, eh bien, c'est vrai que c'est parfois compliqué de s'y retrouver dans ce méandre de choses qui apparaissent. C'est pas évident. Mais il faut toujours faire ce travail, et ce travail de remise en question pour être toujours plus tolérant. Vous êtes élu nationaliste, ce courant, cet engagement politique, en tant qu'il dénonce l'oppression d'une majorité sur une minorité, en tant qu'il revendique une identité, en tant qu'il fait de l'émancipation le cœur de sa lutte, me paraît en fait embrasser la même logique de lutte que le mouvement LGBT finalement. Oui, mais sur le fondement même des choses, c'est-à-dire pas de discrimination, chacun a le droit à sa libre opinion, oui. Si on va chercher dans les causes les plus larges, hein, si on regarde si on agrandit la focale quand on regarde ce genre de difficultés. Après, c'est vrai que comparaison n'est pas raison et qu'on ne peut pas faire exactement ce parallèle, parce que ce n'est pas la même liberté que l'on se revendique. C'est une communauté de droits historiques sur une terre. Et si vous déconnectez la terre du combat nationaliste, le combat nationaliste, je veux dire, n'existerait plus. Or, le combat des minorités opprimées sexuellement, il n'y a pas de connotation géographique. Récemment, l'accès à la PMA a fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale. Les députés nationalistes se sont abstenus. S'en est suivi une tribune de l'association LGBT LARC, les invitant à clarifier leur position. Face à cette demande, certains l'ont vécu comme une pression, d'autres y voient un éclaircissement nécessaire. L'abstention représente-t-elle un réel doute ou bien est-ce plutôt un paravent pour ne pas choquer un électorat ? Parfois, la non-prise de position équivaut à une position, mais moi je préfère une prise de position qu'une prise de position franche. En revanche, on en parlait il y a quelques minutes, sur ces sujets qui sont tellement délicats, qui sont tellement intimes, qui touchent tellement intrinsèquement à la personne et aussi aux influences extrêmement proches. Je parle des influences familiales, tout ça. Il est difficile pour un groupe politique de donner une consigne. Et il est parfois difficile pour les représentants de ce groupe politique de n'en pas avoir de consigne. D'où l'extrême complexité d'un positionnement. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été député, si je siégeais au Palais Bourbon, mais peut-être que j'aurais plaidé dans mon groupe pour avoir la liberté d'une prise de position qui était une prise de position personnelle. Parce qu'il est compliqué sur ces sujets-là de vous faire voter contrairement à ce que vous pensez. Et votre avis du coup ? Favorable. La plupart des politiques publiques en matière de sexualité sont centrées uniquement sur la prévention. Comment pourrait se traduire une politique publique régionale plus complète ? Je vous avouer tout à fait franchement que je n'avais pas pensé à une politique en matière de sexualité véritablement dirigée vers la population. La politique de prévention, vous en avez parlé, on la connaît, et c'est une évidence, et notamment de se prémunir contre les maladies sexuellement transmissibles. Il ne faut pas lâcher le combat, hein, parce que parfois on a tendance à l'oublier, et malheureusement ce combat est très loin d'être gagné encore aujourd'hui. En revanche, je serais plutôt incompétent pour vous répondre sur les autres thèmes, sur une sorte d'apprentissage de la sexualité, hors de ce qui se fait dans le cadre de l'éducation sexuelle et des manuels scolaires. Peut-être faut-il aller plus loin dans ces thèmes-là, peut-être faut-il revoir notre approche de la sexualité et ne pas la considérer comme quelque chose de tabou, et ne peut-être pas avoir le réflexe que j'ai eu quand vous m'avez invité à cette émission, mais comme je vous l'ai dit, on est les enfants d'une tradition, d'une histoire, d'une culture, d'une influence, et on ne peut pas du jour au lendemain changer sa manière de penser sur certaines choses qui nous paraissent relever du domaine du très intime. Et encore une fois, les gens de ce pays ont pas mal de pudeur, et peut-être en ont-ils trop, et trop pour pouvoir appréhender une autre façon d'enseigner ou
faire de la prévention sur la sexualité que vous appelez de vos voeux, mais vous avez certainement raison. Jean-François, merci. Quant à vous, guettez le trou de la serrure des réseaux sociaux pour notre prochain épisode.